Dans la capsule du cours de la semaine prochaine, donc, nous allons voir maintenant donc nous allons passer aux analyses statistiques et nous allons couvrir donc les trois sujets ici. Parmi les objectifs d'apprentissage, je vais me concentrer en fait donc sur les éléments de la troisième partie, les tests d'hypothèse. Les intervalles de confiance, c'est quelque chose que on a déjà commencé à aborder dans le cours sur les méthodes de collecte de données, pour en particulier le calcul de taille d'échantillon. On y reviendra, mais vous pouvez revoir en fait aussi la capsule de la semaine, je pense la semaine 2, où on en a déjà parlé, et on fera en fait plus de pratiques ensemble, plus d'exercices, pour s'assurer que c'est bien compris. Donc on va voir maintenant, dans cette capsule, on va faire une introduction, commencer à voir les tests d'hypothèse. Alors on va ici, on va passer donc la partie sur les intervalles de confiance, vous pourrez revoir, qu'on reverra en cours, et on va parler des tests statistiques, qui est peut-être la partie la plus, je dirais une des parties les plus complexes qu'on va voir dans cette semaine. Alors, la question qu'on se pose, on va en parler beaucoup, on a un échantillon, on fait des observations, on a un échantillon de données, qu'on fait l'hypothèse, on a donc une distribution. Quand on dit distribution, c'est un peu un synonyme d'échantillon. On a un certain nombre d'observations, par exemple de vitesse, d'âge, de nombre de déplacements par quartier, tout ce type, n'importe quelle variable aléatoire, donc numérique. Et on se pose des questions sur cette série d'observations, cet échantillon. Ce que l'on veut faire, c'est valider ou pas une hypothèse que l'on formule sur cette population. La difficulté, c'est qu'on ne peut jamais, en tout cas quasiment jamais, on va dire, on peut être assez certain, mais on peut pas être complètement, absolument certain de la décision qu'on prend par rapport à cette hypothèse, de si cette hypothèse est vraie. La décision qu'on prend, donc il y a un certain risque de se tromper en décidant si cette hypothèse est vraie ou pas. Donc on va commencer par énoncer, il faudra toujours suivre une approche assez structurée, on va énoncer l'hypothèse nulle, la question qu'on se pose sur notre échantillon, la moyenne, l'écart type ou autre statistique à une certaine valeur, et une hypothèse alternative qui contredit cette hypothèse nulle. Et on va en voir des exemples par la suite. Il y a ensuite deux types d'erreurs qui sont possibles, où on va se tromper par rapport à l'hypothèse nulle. Donc ça va être, si elle est vraie, la rejeter, si elle est fausse, l'accepter. La première, rejeter l'hypothèse nulle quand elle doit être acceptée, c'est ce qu'on appelle une erreur de type 1. On a dit aussi que c'est un faux positif, puisque le positif dans ce cas-là est le fait de rejeter, mais on rejette, mais c'est faux, donc c'est un faux positif. L'erreur de type 2, c'est d'accepter l'hypothèse nulle quand elle doit être rejetée. Ça serait dans ce cas-là, et c'est donc le faux négatif. On va s'intéresser surtout au risque de première espèce. C'est aussi important en fait, ça peut être important aussi de s'intéresser au risque de deuxième espèce, c'est-à-dire qui est donc le risque de faire une erreur de type 2. Le risque de première espèce, c'est le risque de faire une erreur de type 1, parce que c'est ce type d'erreur-là qui est généralement plus importante. On va le voir par exemple dans le petit exemple numérique que je présenterai ici. Alpha, ça va être généralement, on doit souvent suivre les mêmes notations, ça désigne le risque de première espèce, ou parfois aussi on appelle ça le seuil de significativité, c'est-à-dire la probabilité de faire une erreur de type 1, et on va vouloir en général que cette probabilité soit aussi faible que possible, ou qu'en tout cas un seuil qu'on est prêt à accepter. Alors, le premier test, qui n'est pas forcément celui qu'on va le faire le plus souvent, mais qui va nous servir à illustrer comment faire un test d'hypothèse, c'est le test paramétrique pour une population. Alors, quand on dit, je relisais ces diapos, quand on dit pour une population, c'est sur la moyenne d'une population. Donc, on va faire une hypothèse, on voudrait savoir quelle est la vraie moyenne, c'est le mu dans la notation ici. Et là, le premier cas qu'on va voir, c'est le cas où sigma carré est connu. Du point de vue de se rappeler de toutes ces équations, etc., vous verrez qu'on a sur le site Moodle du cours, il y a un résumé justement de comment faire ces tests. C'est pas quelque chose qu'on doit se rappeler par cœur, là c'est quelque chose qu'on vérifie quand on doit faire un test. Quel est le bon, quels sont on va voir là quelle est la procédure à suivre, quelles sont les grandeurs qui sont à calculer. Et on pourrait voir là, si vous creusez ce sujet-là, évidemment, il y a parfois plusieurs façons de tester la même chose, des tests qui ont des avantages et des inconvénients. Donc revenons à ce test, un test sur la moyenne d'une population. Donc le test, dans ce cas-là, il se formule, donc le mu,
qui serait donc la vraie moyenne de notre population. Donc encore une fois, par exemple, une vitesse moyenne, un nombre moyen de personnes qui passent en une heure, du piéton, d'autres types d'usagers qui passent par exemple par heure. On voudrait savoir si ça correspond à une certaine valeur, qui serait donc ici la valeur mu0, ce serait une valeur fixe dans un exemple qu'on prendrait. Encore une fois, on va en voir un juste après. L'hypothèse alternative, c'est une hypothèse donc, qui contredit cette hypothèse nulle. Elle peut être de différentes formes. Qui serait le complémentaire de mu égale mu0, bah, ce serait juste mu différent de mu0. On ne sait pas trop de quel côté ça va. On va qualifier ce test de bilatéral parce que justement, on pourrait avoir un mu plus grand que mu0 ou plus petit que mu0, et ça va correspondre à des probabilités. La façon dont la probabilité de faire une erreur se répartit est différente. Un test unilatéral, eh bien c'est un test où on va regarder seulement un des deux côtés. Je pense que on pourrait, par exemple, on pourrait penser que la vraie moyenne est plus petite que la valeur cible, le mu0, ou plus grande. Donc vous voyez ces trois hypothèses alternatives possibles. Il va falloir laquelle on choisit quand on fait un test, et il faut l'énoncer clairement. La plupart des tests vont toujours fonctionner de la même façon. On a une statistique du test. On va calculer une grandeur à partir de notre échantillon, donc ici à partir de notre x-bar qui est donc notre moyenne empirique, et on va calculer, cette statistique, cette grandeur, cette valeur qu'on calcule dans notre échantillon, si l'hypothèse nulle était vraie, eh bien cette grandeur va avoir un certain comportement attendu. Et donc on va pouvoir comme ça déterminer si notre statistique suit ce comportement, si c'est par exemple, si le Z0 qui est calculé ici, qui devrait vous être familier, là on voit qu'on a centré réduit notre variable, notre moyenne empirique, et bien si H0 est vrai, donc si mu devrait être à peu près très proche de mu0, si notre vraie moyenne est proche de mu0, cette valeur-là devrait être petite, et on sait même ce qu'elle est, son comportement, et bien ça devrait suivre la loi normale centrée réduite. On retrouve en fait le théorème central limite, qu'on a déjà vu, qu'on reverra. Et comment on va déterminer? Eh bien, on va déterminer, donc encore une fois, si ce Z0, plus il va être grand, d'un côté ou de l'autre, positif, négatif, donc qui correspondrait que x bar soit plus grand ou plus petit que le mu0 cible, la valeur qu'on conteste. Et bien, donc ça se détermine en regardant cette valeur, ce Z0, est-ce qu'il est un peu trop grand pour être cohérent avec notre hypothèse nulle, avec le fait qu'il devrait suivre la loi normale centrée réduite. Et bien on a juste à tester si observer cette valeur ou une plus grande ou une plus petite, là selon l'hypothèse nulle qu'on a choisie, l'hypothèse donc alternative qu'on a choisie H1, et bien ça va être de tester, est-ce que c'est, par exemple, si l'hypothèse alternative était que mu serait inférieur à mu0, quelle est la probabilité qu'on ait observé que ce Z0, qui va donc être a priori négatif, quelle est la probabilité qu'il soit vraiment qu'on l'ait observé alors qu'il suit la loi normale centrée réduite, et donc c'est la probabilité que ce soit une valeur inférieure à ce Z0 qu'on calcule, sachant que ça suit la loi normale centrée réduite, donc qui est notée ici là, le N01. Et vous voyez les équivalents dans les autres cas des hypothèses, quand on choisit d'autres hypothèses alternatives H1. Alors ce test, il est ce qu'on appelle robuste si le nombre d'observations est suffisamment grand, encore une fois par le théorème central limite. Le test demeure approximativement valide, même si la population n'est pas normale au départ. Une façon alternative de le tester, c'est pas de calculer la probabilité que Z soit inférieur à Z0 ou les autres grandeurs là qu'on voit sur la diapo, et juste d'obtenir donc cette probabilité, de se dire est-ce que c'est un risque de première espèce, un risque de me tromper que j'accepte, un risque de faire une erreur de type 1 que j'accepte, c'est de calculer la valeur Z0 qui correspond à un seuil alpha avec lequel on serait à l'aise. On va prendre les valeurs qu'on va typiquement utiliser sont de 0.05, de 0,05, de se tromper dans 5% des cas. Et dans ce cas-là, on n'aura qu'à comparer le résultat de notre calcul avec notre échantillon à la valeur seuil que l'on va trouver avec le alpha que l'on choisit. Donc prenons un exemple de transport, là j'ai adapté en fait, que j'ai repris de collègues, là, qui était un exemple en fait de structure. On fait des mesures de vitesse par exemple aux abords d'une école. On connaît déjà, donc on est dans le cas là ici, pour appliquer il y a d'autres formules quand on ne connaît pas la variance, mais là supposons que la variance ou donc l'écart type, c'est la même chose. Supposons donc qu'on connaît l'écart type, la variance. Donc là, ici, là, on a une variance qui est donc le carré de l'écart type de 2 km² par heure au carré.
Et on voudrait vérifier si la moyenne observée, on a fait 5 observations, 5 relevés de vitesse, si sa moyenne observée, elle permet d'affiner que la limite de vitesse n'est pas respectée. On va tester ça en testant est-ce que la moyenne de ces observations serait plus grande que le 30 km par heure. On va faire donc le test sur la moyenne de ces observations. Donc, cette moyenne-là, dans ce cas-ci, c'est 30,7 km par heure. On voit que c'est un petit peu plus grand que 30 km par heure. On va donc tester l'hypothèse nulle, c'est la moyenne, la vraie moyenne de notre observation, ça serait 30 km par heure. Mais en vrai, est-ce que c'est vrai, cette hypothèse nulle? Ou est-ce que on devrait la rejeter? Et l'hypothèse alternative, ça serait que la vraie vitesse, la moyenne, serait supérieure à 30. Donc là, on fait un test unitaire parce que ce qui nous intéresse, c'est seulement le cas où ça serait plus grand. Si c'est plus petit, ça serait en fait une situation encore plus favorable. On n'est pas intéressé à tester ça. Si en fait la moyenne est en fait plus petite que 30, bah, tant mieux. Ce qu'on s'intéresse, c'est est-ce que l'alternative pourrait, est-ce qu'on rejetterait l'hypothèse nulle, et ce qui voudrait dire que l'hypothèse alternative serait favorisée. Est-ce que la vitesse, est-ce que le véhicule allait plus vite que la limite de vitesse? Si on avait choisi, si on ne savait pas dans quelle direction on allait, eh bien, donc ça c'est un test unilatéral. Si on ne savait pas dans quelle direction ça va, si l'alternative était que mu est simplement différent de 30 km par heure, eh bien on dirait que le test est bilatéral. Donc on sait que une moyenne d'un échantillon, donc le x-bar, dont les observations sont indépendantes et issues d'une distribution normale, c'est une variable aléatoire, et que cette variable aléatoire x-bar, suit la loi normale centrée réduite de moyenne, sa vraie moyenne, et de variance sigma carré sur n. Donc on va simplement calculer la valeur quelle est la probabilité qu'une variable aléatoire qui suit la loi normale, soit supérieure à 30,7 si cette variable, avec une variable aléatoire qui suit les paramètres ici. Si cette probabilité est inférieure au seuil raisonnable que l'on s'est fixé, encore une fois on va souvent prendre 0,05, alors on va rejeter l'hypothèse nulle, car cette valeur, elle apparaît comme atypique pour la distribution de x. Donc on fait les calculs ci-dessous, vous voyez que ça revient à centrer encore une fois notre variable, la variable x bar, et ça revient à se déterminer si pour une variable qui elle suivra la loi normale centrée réduite, qu'on peut aller tester, qu'on va aller voir, on verra dans le cours, on révisera comment lire dans des tables de probabilité de la loi normale. Quelle est la probabilité que donc cette variable, ça revient à tester, donc à calculer que la probabilité que z soit supérieure à 1,11. On va donc tourner notre table pour la loi normale et on obtient 0,134, 13,4% de chance que l'on se trompe si on rejette l'hypothèse nulle. Ça, c'est donc plus grand que le seuil qu'on s'est fixé, c'est un risque un peu plus grand. Donc dans ce cas-là, on ne rejetterait pas l'hypothèse H0, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de preuves pour affirmer que la limite de vitesse n'est pas respectée. Donc comment interpréter ce 0,134 ? C'est important. Ça veut dire que si l'hypothèse nulle est vraie, il y a 13,4% de chances que l'on observe une moyenne de 5 échantillons qui sont plus grands, supérieurs ou égaux à 30,7. C'est comme ça que ça s'interprète. Donc, l'échantillon qu'on a reste, c'est pas très probable, c'est seulement probable dans seulement 13% des cas, mais c'est quand même pas si improbable que ça, on va dire, que l'on ait observé ça, et pourtant que l'hypothèse nulle soit vraie, pourtant que la moyenne soit quand même de 30, bien qu'on ait observé sur nos 5 échantillons une moyenne de 30,7. Ok. La note qu'on peut faire, vous pouvez refaire le calcul. Si le nombre d'échantillons, le nombre d'observations est évidemment très important. J'ai dit 5. 5, évidemment, on se dit, bah, c'est quand même assez aléatoire là. Vous avez les valeurs là qu'on avait dans cet exemple jouet. On voit bien qu'on peut avoir des variabilités. Si j'en ai 20 et que j'ai encore 30,7, bah là, intuitivement, on se dit, ça devrait se rapprocher de la vraie valeur. Si c'est bien 30, si j'en ai 20, et ben ma moyenne, elle va tendre vers ce 30. Si ça reste 30,7, c'est moins probable. Et on peut le calculer, donc ça serait 0,0136, seulement un peu plus d'1% des chances. Donc seulement un peu plus d'1% des cas, on aurait 30,7 ou plus, alors que la vraie moyenne est de 30. Là, ça devient nettement moins probable. A priori, on rejetterait donc l'hypothèse nulle. On aurait bien une vitesse qui serait nettement plus grande que 30. Et donc, on peut penser que nos véhicules
aurait dépassé la limite de vitesse. On peut voir ces 5 ou les 20 échantillons comme si on prenait des mesures répétées du même véhicule. Et donc on veut déterminer la vraie valeur de la valeur pour ce véhicule, par exemple. Et donc là, on déterminerait qu'il n'a pas respecté la limite de vitesse. Alors comme je disais, ce test-là, c'est pas vraiment le test qui nous intéresse le plus. Ce qui va nous intéresser, par exemple, ça va être de comparer les moyennes. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Si on fait des observations, si on fait des interventions sur les systèmes de transport, l'exemple par exemple sur les vitesses, on fait une intervention pour baisser les vitesses pratiquées. On voudrait s'assurer que, on voudrait baisser la vitesse, on va déployer, installer un système qui vise à peser la circulation, par exemple, dans un quartier résidentiel. On veut limiter le risque d'accident et d'accidents graves pour les usagers. On veut baisser les vitesses pratiquées par les véhicules. On fait quelque chose, on observe, on recueille des données avant et après, et on sait qu'on va avoir une fluctuation, encore une fois, naturelle, et on se demande est-ce qu'on a vraiment eu un effet. Et une façon d'avoir un effet, ça serait par exemple que la moyenne, par exemple des vitesses dans ce cas-ci, est baissée. Donc que ce soit mesurable. Donc on voit bien qu'on se retrouve dans le cas qu'on a décrit, on est dans un test d'hypothèse. Quelle est la probabilité que les moyennes soient en fait les mêmes, alors que on a fait une intervention, alors qu'on observe des chiffres qui vont avoir une certaine variabilité. Ça va s'appliquer à plein d'autres cas. On pourrait imaginer par exemple qu'on fait une intervention et qu'on veut déterminer si le taux de motorisation dans la population a baissé. On va pouvoir donc le déterminer en termes statistiques. Déterminer est-ce que on peut vraiment conclure sans trop se tromper qu'il y a eu un changement dans le comportement, dans les caractéristiques du système de transport. Alors, comment ça se fait? Si les échantillons des données ont été collectés de façon indépendante avant et après, on va pouvoir calculer une statistique qui a la forme suivante pour tester l'égalité des moyennes x1, x2 des deux échantillons de taille n1 et n2. On devrait, je pense, plutôt dire l'égalité des moyennes mu1 et mu2, je vais le corriger. Donc le x1, x2, c'est les valeurs qu'on va calculer à partir des deux échantillons. On a donc n1 observation avant, n2 observation après. Mais on se rend compte que si ça n'avait pas changé, si les moyennes étaient les mêmes, notre x1 et notre x2 devraient être très proches. Donc si on fait la différence, ça devrait être tout petit. Le x1 moins x2 devrait être petit. On retrouve vous voyez quelque chose qui devrait faire un peu du sens là. On voit une différence sur le grand S là qu'on va exprimer par la suite, qui va être une forme d'écart type de cette différence. Okay. L'hypothèse nulle qu'on va poser donc c'est mu1 égale mu2, les moyennes sont les mêmes. L'alternative, là aussi il y a les trois types qui sont possibles, selon le sens dans lequel vont nos échantillons, ou le sens dans lequel on s'intéresse à la question qu'on se pose. Ça peut être donc mu1 inférieur à mu2, ou mu1 strictement supérieur à mu2, ou simplement si on se prend dans quelle direction c'est allé, les moyennes sont différentes. Comment est-ce qu'on va calculer le grand S? Là, c'est la dernière partie qui manque pour calculer la statistique de mon test. On va avoir deux cas qui amènent en général à faire ce qu'on appelle une approximation normale. Premier cas, les variances sont connues. Bon, c'est en fait en pratique assez rare, mais dans certains cas ça pourrait être le cas. Et dans le cas où soit les échantillons, on sait déjà qu'ils suivent les lois normales, ou le nombre d'échantillons est suffisamment large, le chiffre un petit peu magique c'est 30, on va pouvoir exprimer le S de la façon suivante, en fonction des écarts types et des tailles d'échantillons. La deuxième situation, les variances sont inconnues, mais le nombre est suffisamment large. On va utiliser les variances empiriques, donc les sigma 1 chapeau, sigma 2 chapeau, ce sont les variances, ou donc les écarts types. La variance, c'est le carré de l'écart type. Donc on sont calculés à partir de l'échantillon, donc qui sont différents du premier cas où ce seraient les vraies variances qui seraient dans l'équation. Et bien là, on peut aussi utiliser une formule qui est très similaire à l'autre, encore une fois en utilisant les variances empiriques dans cette formule. Dans ce cas-là, donc la statistique du test, le x1 bar moins x2 bar, la différence des moyennes empiriques divisées par ce S, va suivre la loi normale centrée réduite si l'hypothèse nulle est vraie. Donc on l'exprime de cette façon-là, là, sous H0, cette statistique suit la loi normale centrée réduite, et donc on va simplement pouvoir tester la probabilité est-ce que la valeur qu'on observe sur cette statistique, est-ce qu'elle est anormale par rapport à ce qu'on devrait observer, quelle est la probabilité qu'on observe cette valeur ou une valeur plus grande, alors qu'elle devrait suivre, si elle suit la loi normale centrée réduite.
Donc on retrouve une formulation qui est très similaire à ce qu'on a vu pour le test pour une seule population, donc on a déjà évoqué. Vous voyez aussi les hypothèses alternatives. La statistique du test qu'on écrit en général Z0, c'est x1 moins x2 divisé par grand S. Si l'hypothèse nulle est vraie, ça suit la loi normale sans très réduite, et donc on va simplement déterminer, encore une fois, des choses très similaires, si on peut rejeter ou pas l'hypothèse nulle, si c'est suffisamment, si la probabilité d'observer cette valeur est suffisamment faible, si c'est en fait, quelle est la probabilité d'observer une différence entre les deux moyennes, alors que ça devrait être petit, alors qu'elle devrait être très proche, puisque l'hypothèse nulle, c'est que les moyennes des échantillons, les vraies moyennes sont égales. Si les valences étaient inconnues mais sont égales, on peut faire ce qu'on appelle le test de student. Alors le premier cas, c'est si les échantillons suivent les lois normales. Le deuxième cas en dessous, en fait, donc sous l'hypothèse nulle, cette statistique, le t ici qui est calculé ici de différentes façons, ça va suivre la loi de student avec des degrés de liberté, et le d se calcule à partir des tailles des échantillons. Si les échantillons sont assez larges, on peut tester l'égalité des moyennes avec ce test-là, que les variances soient égales ou non, c'est un test robuste. Mais en pratique, si les échantillons sont effectivement assez larges, eh bien, on peut revenir en fait ça revient en fait à faire le test précédent avec la loi normale, parce que en fait la loi de student de toute façon tend vers la loi normale quand d, son nombre de degrés de liberté, devient grand. Alors voilà, ça c'est la partie que je voulais vous montrer. En cours, on fera un exemple de calcul auquel vous pourriez commencer à réfléchir. On va le résoudre en cours, où on va faire un exemple ici. Donc on connaît les moyennes, on a fait une intervention pour faire baisser les vitesses pratiquées sur une route. La moyenne avant est de 65,3 km/h, après les 63 km/h. Les écarts types ont été mesurés. On peut se faire l'hypothèse que c'est des vrais écarts types. On connaît les écarts types ou les variances de ces distributions. On a le nombre d'observations qui sont données. La question qu'on se pose, vous voyez que ça n'a pas forcément baissé beaucoup, là, de seulement 2,3 km/h. Est-ce que c'est suffisant pour conclure que les moyennes sont différentes? Est-ce qu'on a réussi vraiment à baisser, ou est-ce que c'est possible que ce soit les mêmes moyennes et qu'on ait observé ces moyennes qui sont un petit peu différentes avant et après, mais pourtant, en vrai, si on avait par exemple plus d'observations, eh bien on verrait que les moyennes tendent vers une valeur qui serait la même. C'est ça qu'on fera donc ce test et cet exercice et d'autres exemples dans le cours de la semaine prochaine.